Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération, envers soi-même et envers son entourage. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son développement personnel. Tu peux donner le meilleur de toi-même sans souffrir et sans galérer. Tu peux faire différemment. Décide de te traiter en première classe. Je vais te donner les clés, les pistes et ensemble, on va dénouer les nœuds. C'est le moment, c'est ton moment. Je suis Émilie Antoine, fondatrice de mapsyenligne-chez-moi.fr, le meilleur de la psychologie et du développement personnel. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, elles éduquent et soutiennent la seconde. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. En 2019, il s'était passé quelque chose de vraiment très étrange dans une salle de cinéma. Plusieurs personnes avaient mystérieusement fait des crises d'angoisse. 15 lycéens avaient tour à tour succombé littéralement à l'angoisse lors de la projection d'un film d'horreur franco-italien en noir et blanc, réalisé par Franjou. C'est un film qui date des années 60. Je ne sais pas ce qui a pris à leur prof pour les emmener voir ce film dès le matin. Pour la petite histoire, les pompiers avaient sur le coup pensé qu'il s'agissait d'une intoxication au monoxyde de carbone vu la proportion de lycéens qui s'étaient littéralement évanouis. Une fois que ce doute avait été écarté, le médecin qui avait été appelé sur place avait conclu à une vague de malaise, entre guillemets, due à des crises d'angoisse. En effet, après une scène particulièrement gore et choquante du film, les premiers malaises sont arrivés. Dans Les yeux sans visage, donc c'est le nom du film, à un moment donné, il y a un chirurgien qui greffe des fragments de peau sur le visage de sa fille défigurée par un accident de la route. Et c'est à ce moment-là, visiblement, qu'une première jeune fille aurait convulsé de peur. Puis l'angoisse des élèves a encore plus grandi à la vue de leur camarade qui s'est évanoui. Et ça s'est terminé en crise d'angoisse pour 14 autres élèves. Alors il est évident que leur sensibilité a été mise à mal, si je peux dire ça comme ça, de bon matin, dans cette salle qui avait été rapportée par les autres étudiants comme étant hyper chaude et que ça tranchait vraiment avec le froid de l'hiver qui était dehors. Alors oui, certains avaient peut-être sauté le petit déjeuner, n'en est-il pas moins que cet événement il était vraiment surprenant. Alors pour rappel, les crises d'angoisse ne sont pas le lot unique des adolescents qui visionnent un film d'horreur à jeun. Rappelons qu'une crise d'angoisse, c'est un dysfonctionnement temporaire du cerveau qui est accompagné d'expériences physiques qui sont réelles, automatiques et terrifiantes. C'est pas du cinéma, si vous m'excusez le mauvais jeu de mots suite à l'anecdote dont je vous ai parlé, et c'est pas entre guillemets dans la tête ou que dans la tête, etc. Il faut savoir que les attaques de panique sont fréquentes et qu'il y a presque une personne sur 4 qui fera au moins une attaque de panique dans sa vie. Les crises d'angoisse peuvent être provoquées par un élément précis qui nous fait peur, en fait, un animal. Alors, citer les plus courants, les serpents, les chiens, les araignées. Une situation aussi dans laquelle on peut se trouver peut créer une crise d'angoisse, comme un ascenseur, par exemple, être coincé dans un ascenseur. La vue ou même le souvenir d'une personne qui nous a fait du mal peut déclencher une crise d'angoisse. Des situations exceptionnelles aussi, comme là, on l'a vécu à partir de 2020, les confinements à répétition, le Covid, la peur du Covid, etc., la peur de tomber malade, et toute l'ambiance, bien sûr, anxiogène qui gravitait tout autour de ça. Ça a généré énormément d'angoisse et d'anxiété. Bienvenue dans ce 15e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, je vais vous donner des éléments afin qu'on puisse comprendre le fonctionnement des crises d'angoisse et pourquoi elles peuvent revenir ou pas. Okay ? Ensuite, nous verrons ensemble quoi mettre en place pour sortir justement de ce cercle vicieux qui s'installe souvent de l'angoisse et de l'anxiété. C'est, et c'est le moins qu'on puisse dire, hyper pénible et parfois handicapant de subir des crises d'angoisse, des crises de panique, vous pouvez appeler ça, on appelle ça souvent dans le jargon médical, quand on se rend aux urgences, souvent les médecins parlent de crise de panique, donc de crise d'angoisse, et de subir les symptômes physiques qui vont avec.
On subit en fait à ce moment-là une peur qui est totalement irrationnelle. Bon, après, toutes les peurs sont irrationnelles, imprévisibles et incontrôlables, et ça nous submerge complètement. Alors souvent, on cherche des solutions, entre guillemets, des remèdes miracles pour calmer les crises d'angoisse, pour que, en fait, ça s'arrête et que ça se reproduise plus. On se demande souvent comment arrêter des crises d'angoisse, comment stopper cette crise d'angoisse. Et là, le cerveau commence à bouillonner de questions. Qu'est-ce que je fais si ça m'arrive? Qu'est-ce que je fais si ça m'arrive dehors? Qu'est-ce que je fais si ça m'arrive avec mes enfants? Qu'est-ce que je fais si ça m'arrive au travail? Comment je peux éviter ça? Comment je peux apaiser ça? Ça arrive sans raison et j'ai plus envie de vivre dans la peur. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les solutions qu'on trouve ne fonctionnent pas et souvent, ça peut même empirer les crises d'angoisse et je vais vous expliquer pourquoi dans ce podcast où on va parler des erreurs vraiment qui sont à éviter quand on passe par une crise d'angoisse. La première erreur qui est entre guillemets la plus fréquente, c'est d'essayer de résister aux symptômes pour pouvoir calmer les crises d'angoisse. Alors les symptômes, on peut dénoter par exemple les tremblements, les vertiges, les palpitations, on a l'impression d'étouffer, on a des sueurs, de la nausée, des frissons, des douleurs au niveau du thorax. On sent que notre cœur en fait s'accélère et il y a comme des espèces de petits soubresauts en fait de secousses musculaires. Et ça, il faut savoir que c'est les symptômes physiques de la crise d'angoisse. Et le réflexe, souvent, pour les personnes qui vivent une crise d'angoisse, c'est d'essayer de lutter en fait contre les symptômes. On essaye en fait de focaliser notre attention et de résister à ces symptômes qui sont, comme je vous disais, le peu dire c'est que c'est pénible et ça devient complètement handicapant. Mais plus on essaye de se débarrasser de ces symptômes, et plus ces symptômes s'intensifient. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les crises de panique, en fait, apparaissent quand on a une anxiété qui est intense, d'où l'intérêt de travailler en amont sur les symptômes anxieux, sur l'anxiété. Comme je dis toujours, l'anxiété, elle touche, je dis 98% de la population. Et je dis 98% pour faire un petit peu preuve d'humilité, mais je pense que voilà, tout à chacun, tout être humain est amené à ressentir de l'anxiété dans sa vie, et c'est tout à fait, entre guillemets, c'est normal dans le sens où c'est assez classique. Le problème, quand on ressent une anxiété qui est intense et qui nous submerge, c'est quand on résiste aux symptômes de cette crise, en fait, qui commence à arriver, on génère encore plus d'anxiété, de détresse, de frustration et de peur. Et la conséquence, c'est que cette crise d'anxiété, cette anxiété, en fait, elle va s'amplifier, elle va se transformer en attaque de panique. C'est pour ça que lutter contre les symptômes, c'est complètement contre-productif pour calmer ces angoisses. La deuxième raison, c'est qu'on a tendance à développer une hypervigilance aux symptômes physiques des crises d'angoisse. C'est-à-dire que c'est comme si on a vécu un petit peu un espèce de traumatisme, comme quand on a vécu une crise d'angoisse. Les personnes, après, elles parlent de la peur d'avoir peur, si je peux dire ça comme ça. Et quand on essaie de contrôler, en fait, ces symptômes, c'est ces symptômes-là qui finissent par nous contrôler et nous obséder. On est toujours en train de faire le focus là-dessus. En fait, on développe un état d'anticipation où on est anxieuse, en fait, et d'hypervigilance par rapport aux symptômes. On a peur que ça arrive, on se dit tiens, comment je vais faire pour gérer ça, etc. Et comme disait Dostoïevski, plus tu essayes de fixer une tâche, si tu essayes de pas penser à un ours blanc, tu verras que en fait cet ours blanc, tu vas y penser tout le temps. Et c'est ça l'idée en fait, c'est que plus tu essayes d'éviter une pensée, une peur, etc., et plus elle a tendance en fait à s'imposer à toi. D'ailleurs, il y a un professeur de psychologie de l'université d'Harvard qui s'appelle Daniel Wegner, qui avait fait une étude suite à cette observation de Dostoïevski dans les années 80, et il avait découvert que les pensées qu'on s'efforce de chasser deviennent obsédantes. Autrement dit, on y pense encore plus et là, on développe un état d'hypervigilance. D'où l'intérêt de faire face, entre guillemets, à ces pensées. D'ailleurs, c'est toute une méthodologie que j'enseigne, notamment dans le bootcamp Ma Psy Campus, pour pouvoir justement faire face à ces pensées et pouvoir reprendre le dessus sur elles, si je peux dire ça comme ça. La troisième raison, c'est que on a tendance du coup à s'enfermer dans un cercle vicieux qui est totalement anxiogène. Quand on lutte contre les symptômes, s'installe justement ce cercle vicieux et ça nous emprisonne.
Parce que il faut savoir que le mode de fonctionnement de l'angoisse, qui est notamment, il y a tout un modèle qui a été développé dans les thérapies cognitives et comportementales pour se libérer des crises d'angoisse et qui sont générées justement par cette souffrance, ce fléau qui bride et qui gâche l'existence d'énormément de personnes. Il faut savoir que les troubles paniques sont créés et ils sont maintenus par ces cercles vicieux qui reposent sur 3 piliers, si je puis dire. Les pensées anxieuses, les sensations de panique et les comportements d'adaptation qui en résultent. Parce que la pensée anxieuse, en fait, elle va déclencher des réactions physiologiques de panique, donc là, les symptômes physiques. Plus ces sensations de panique, elles sont renforcées parce que vous avez des pensées, en fait, qui sont anxiogènes, et plus vous allez mettre en place ce comportement. Parce qu'on essaye de s'adapter justement en adoptant un comportement, on essaye de résister aux symptômes et du coup on étiquette ces manifestations physiques comme étant pathologiques et alarmantes. Alors là c'est les pensées anxiogènes, Ça amplifie l'anxiété, la frustration et la peur d'avoir peur en fait que ces symptômes se reproduisent et qu'on puisse pas les gérer. Et ça développe, comme je vous disais tout à l'heure, l'hypervigilance aux symptômes de panique et cette anticipation en fait anxieuse. Du coup, cette peur d'avoir peur et ces pensées alarmantes, elles vont augmenter les symptômes et on se retrouve enfermé dans un cercle vicieux qui s'auto-alimente et qui a tendance à amplifier les crises de panique. C'est pour ça que vraiment, résister aux symptômes, c'est totalement vain, si je peux dire ça comme ça, et c'est vraiment une erreur qu'il faut éviter pour atténuer justement les crises d'angoisse. En ce qui concerne la seconde erreur fréquente, c'est qu'on n'ose pas en fait parler de l'angoisse, des crises d'angoisse parce qu'on a honte. On n'ose pas, en fait, on a peur du regard des gens, on a peur de pas être compris. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, mais ça veut pas dire qu'elles ont raison, entre guillemets, loin de là. Et le problème, c'est que comme on a cette peur, en fait, du regard de l'autre, on va essayer de cacher l'angoisse. Et là, ça a tendance en fait à encore plus, parce qu'on fait le focus encore, comme je vous décrivais tout à l'heure, on fait encore plus le focus là-dessus, et ça nous rend encore plus anxieuses et vulnérables aux crises de panique. Parce que souvent, on a cette idée que si on a de l'angoisse, c'est parce qu'on est faible. Si on ressent de la peur, alors que c'est le lot de tout être humain, c'est un signe de faiblesse, etc. On se juge. Alors, au lieu d'accepter en fait son humanité, si je peux dire ça comme ça, afin de pouvoir développer une estime de soi qui soit saine en fait et une vie épanouie. Quand on commence à rentrer dans la compréhension plutôt que dans le jugement, on prend un tournant dans sa vie. Et en fait, l'idée, c'est entre guillemets, voilà, comme je vous disais, c'est vraiment l'idée, c'est plutôt de décrire, de rentrer dans un mécanisme de compréhension. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une compétence que j'apprends tout au long du bootcamp MaPsyCampus sur les 6 mois de coaching, parce que je pense que c'est vraiment une compétence. Il ne s'agit pas juste de se dire, bon, allez, je vais arrêter de me juger. Non, en fait, ça marche pas comme ça. Il y a plein de, d'étapes préalables à passer, de questionnements, d'exercices, etc. Voilà, de paliers en fait pour pouvoir justement arriver à cette bienveillance et ce pragmatisme vis-à-vis de soi-même. Là, peut-être, ce que je pourrais vous proposer comme exercice, écrivez vos peurs profondes. Bien sûr, c'est entre vous et vous, donc soyez honnête avec vous-même, c'est mieux. Et là, vraiment, laissez-vous aller et essayez de creuser justement sur ces peurs qui peuvent être en lien avec vos crises d'angoisse. Souvenez-vous que l'angoisse, c'est synonyme de peur. C'est pour ça que travailler sur ces peurs profondes, ces croyances limitantes, ces blocages, ça va aider en fait à stopper ces angoisses. C'est d'ailleurs dans le bootcamp, on travaille sur ça, sur tout un... Bon alors il y a plein d'étapes préalables, pareil, mais dans le module 3 notamment, je donne toute une méthodologie pour identifier ces croyances limitantes. Alors, bien sûr, comme je dis toujours, c'est pas 2 heures et tu vas détruire toutes les croyances limitantes dans ta vie. Non, c'est vraiment une méthodologie où je vous forme pour que vous soyez autonome après vis-à-vis des croyances limitantes, parce que je pense que on en génère, si je peux dire ça comme ça, toute notre vie, ou en tout cas une partie de notre vie. Et après, il faut pouvoir en fait les drainer avec le plus d'autonomie possible, si je puis dire. Et le blocage souvent qu'on voit aussi, qui empêche les personnes d'en parler, c'est qu'elles se sentent hyper coupables. C'est vraiment pas votre faute en fait. Comme je vous disais tout à l'heure, là, quand on parle de crise d'angoisse, on parle d'un dysfonctionnement du cerveau qui est temporaire, d'accord ? Et vraiment qu'il y a des effets sur le corps qui sont vraiment effrayants, c'est factuel. Vous êtes
n'êtes pas folle, vous n'êtes pas une loseuse. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de faire taire ce discours interne qui est extrêmement critique, en travaillant justement le fait de ne plus y adhérer, parce que souvent, les discours critiques internes, ils ont du poids parce qu'il y a une part d'adhésion en nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je travaille aussi avec les personnes que j'accompagne. Et il faut savoir aussi que la peur, entre guillemets, c'est une émotion, c'est une réaction naturelle d'alarme qui se déclenche automatiquement quand il y a un danger. Donc il n'y a pas de honte à traverser de la peur, en fait. Si vous vous retrouvez face à un tigre qui a la dalle, encore heureux que vous allez avoir des changements physiologiques immédiats qui vont vous pousser, en fait, à répondre au danger qui est en face de vous. C'est un mécanisme de survie, en fait. Mais parfois, il est possible que cette peur intense se déclenche automatiquement alors qu'il n'y a pas de danger réel. Ça, c'est franchement la plupart du temps, c'est ce dont il s'agit quand je parle, notamment quand je dis que la pire des manières de vivre sa vie, c'est de décider en fonction de ses peurs. On est dans ce cas de figure-là. Donc c'est une fausse alarme, complètement une fausse alarme, comme quelqu'un qui allume l'alarme d'incendie alors qu'il n'y a pas de feu. Comme je vous disais, vraiment retenez que c'est un dysfonctionnement temporaire du cerveau qui est à l'origine de ces crises de panique ou de ces crises d'angoisse. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vraiment apprendre à désactiver cette fausse alarme, apprendre à maîtriser vos émotions, vos pensées. Il faut savoir que le cerveau humain, on parle de plasticité neuronale, donc ça veut dire qu'il est flexible, si je vous le dis un peu en langage vulgarisant. Donc il n'y a pas de fatalité, autrement dit. On peut entraîner son cerveau à ne plus vivre dans ses peurs, en fait, et à ne plus déclencher des crises d'angoisse. Que la peur vous traverse l'esprit, c'est une chose. Le positionnement que vous allez avoir par rapport à ce qui vous traverse l'esprit, elle est là la clé, en fait. C'est vraiment ce sur quoi je travaille avec les femmes que j'accompagne. Et puis, il y a souvent cette idée, en fait, que je suis la seule à vivre ça. Donc, ça, vous voyez, c'est très lié à l'expérience de honte. Mais on se dit que voilà, on est en train de devenir fou, peut-être on va mourir, peut-être on est la seule à vivre des choses pareilles, mais c'est absolument faux. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une personne sur 4 qui est amenée à avoir une crise d'angoisse ou des séries de crises d'angoisse dans sa vie. C'est énorme. Et on n'en parle pas parce qu'on a honte, alors que finalement, je comprends, parce qu'on se dit, tiens, comment je vais faire comprendre aux autres que les crises d'angoisse, c'est pas juste, on va me dire, allez, ça va aller, allez, prends sur toi. Enfin, vous voyez, des petites phrases bateau comme ça, c'est pas ça qui nous aide sur le coup, pas du tout. Et il faut éviter, entre guillemets, ce genre de phrase quand on est face à quelqu'un qui a l'impression qu'elle va mourir, en fait. Et ça peut devenir extrêmement difficile de se déplacer seul, d'aller faire ses courses, d'aller au cinéma, surtout quand on a vécu ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, et que c'est vraiment un fléau qui écrase et qui bride nos envies, en fait, nos aspirations et notre quotidien. Et souvent, par peur encore de l'incompréhension des autres, du jugement, etc., on n'ose pas en parler à son entourage, même on n'ose pas consulter un psy, parce que le nombre de personnes, de femmes que j'ai accompagnées, je le vérifie aussi avec Dilem Assas et Samia Lazare, qui sont mes collègues de mapsyenlignechaismoi.fr. Souvent, en fait, on nous parle en nous disant, voilà, je suis un peu gênée, ou j'ai un peu honte de vous dire ça. Ou alors, elles nous le disent dans l'après, ah là, j'avais trop peur que vous pensiez que j'étais folle, etc., en vous racontant ça. Mais en fait, non, il faut pas rester seul, il faut pas souffrir seul. Vous pouvez trouver des professionnels pour vous aider, vous expliquer le mécanisme. C'est bien tout l'intérêt de ce podcast aujourd'hui, que ça vous concerne vous, que vous connaissez des personnes autour de vous qui vivent des crises d'angoisse, et du coup, le fait d'essayer de se mettre à leur place, alors non pas en souffrant avec elles, mais en essayant de comprendre les tenants et les aboutissants de ce qu'elles vivent, je pense que déjà ça aide à être beaucoup plus patient, si je peux dire ça comme ça, et à savoir un petit peu de quoi il s'agit et comment se comporter éventuellement dans ces moments-là. Faut savoir quand même que, je vous disais tout à l'heure, les troubles anxieux sont plus fréquents vraiment qu'on ne le pense. Selon la Haute Autorité de Santé, il y a quand même 15% des adultes de 18 à 65 ans qui présentent des troubles anxieux sur une période de 12 mois. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup, quoi. Et si vous pensez que vous êtes la seule à souffrir de ce problème, vraiment, rassurez-vous, si je peux dire ça comme ça. C'est juste un tabou de plus, j'ai envie de vous dire, lié à la santé mentale. Et des millions d'autres personnes à travers le monde ont les mêmes symptômes et les mêmes angoisses que vous. Alors oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, d'oser en parler, mais vous allez voir que vraiment le fait de vous faire accompagner, de vous faire aider, le fait de voir que vous n'êtes pas seul et de vous sentir déjà
comprise, rassurée. Ça va être extrêmement libérateur et ça va vous soulager énormément, en plus que d'avoir des stratégies, entre guillemets, d'adaptation qui sont saines, en fait, sur le coup, pour gérer ce qui se passe sur le coup. La troisième erreur qu'on constate, qui est la plus fréquente, c'est d'essayer d'hyperventiler pour stopper une crise d'angoisse. En fait, je comprends, si je peux dire ça comme ça, parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est que dans cette expérience qui est effroyable, en fait, souvent on a l'impression de mourir, en fait. Et du coup, le réflexe commun, c'est d'augmenter la respiration quand on a une crise d'angoisse. Et ça, c'est vraiment une erreur à éviter, parce que l'hyperventilation, ça empire les crises de panique et l'anxiété. Je me rappelle, alors j'étais pas en train de faire une crise d'angoisse, j'étais en train le travail en fait de mon premier enfant je commençais à avoir des contractions et tout. Première fois que j'ai des contractions dans ma vie, alors ça fait un peu flipper et tout. Et j'étais en train j'ai eu le réflexe de contacter une de mes amies, donc à l'époque elle avait 4 ou 5 enfants, donc elle avait de l'expérience dans le domaine. Et elle a tout de suite entendu que je commençais à hyperventiler, en fait. Elle m'a dit, fais comme si tu respirais dans une paille. Et ça, c'était extrêmement puissant pour moi. Je me rappellerai de ce conseil toute la vie, parce que du coup, si j'avais hyperventilé, je pense que ça m'aurait vraiment, j'aurais pas géré comme j'ai pu gérer mon accouchement après. Et du coup, comme je vous disais, l'hyperventilation, donc ce réflexe, il est complètement contre-intuitif. Et quand vous allez voir la raison, vous allez halluciner. Un des symptômes de la crise d'angoisse, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la sensation d'étouffement, qu'on va mourir, etc. C'est un blocage respiratoire. Et cette sensation, du coup, ça fait paniquer, parce qu'on peut penser qu'on est en train d'étouffer, qu'on va faire une crise cardiaque, ça revient beaucoup, ou qu'on va mourir sur le champ, en fait. Et du coup, on se dit, tiens, je vais respirer plus, comme ça, ça va m'aider à mieux, je vais respirer plus, avec plus d'amplitude, etc. Ça va pallier, du coup, cette sensation de manque d'air. En fait, c'est une très mauvaise idée, parce que, du coup, on hyperventile réellement par anxiété. Et quand on hyperventile par anxiété, on diminue l'oxygène dans notre corps. En respirant plus pour pallier à notre sensation de manquer d'air, en fait, on génère un manque d'air en diminuant l'oxygène dans notre corps. Et ça va amplifier la crise d'angoisse. Alors, c'est complètement contre-intuitif, c'est assez hallucinant. Je vais vous donner un petit peu plus de détails. C'est que quand on est en hyperventilation, la respiration, elle est plus fréquente. On augmente la fréquence respiratoire, on respire plus vite, autrement dit. Et elle est plus ample. Vous voyez, on prend plus d'air, en fait. La hausse du volume d'air inspiré, elle est plus importante. Et du coup, quand on prend plus d'air, on provoque des proportions d'oxygène et de dioxyde de carbone dans le sang qui vient un peu tout chambouler, en fait. Et du coup, lorsqu'on respire plus, le corps il subit des changements physiologiques qui augmentent l'anxiété. Alors que votre corps, il a besoin de maintenir des niveaux en fait spécifiques et de dioxyde de carbone dans le sang pour fonctionner de manière optimale. Et du coup, là, quand on perturbe les proportions de gaz carbonique et que du coup, il y a des changements physiologiques qui interviennent, la conséquence, c'est qu'il y a une diminution de l'oxygène et les symptômes physiques, entre guillemets, on va sentir des vertiges, on va s'essouffler, le rythme cardiaque va augmenter, on va avoir les muscles qui vont se raidir, et là c'est comme si ça vient confirmer cette peur qu'on avait de mort imminente. Et là forcément quand on ressent tout ça, les pensées anxieuses elles se dupliquent, elles s'intensifient, parce que c'est comme si ça vient confirmer en fait ce dont on avait peur. Il faut savoir qu'il y a des techniques de régulation de la respiration qui sont des stratégies qui sont bien plus efficaces pour atténuer les crises d'angoisse. Vous pouvez en trouver pléthore sur YouTube. Moi, franchement, ce qui avait bien marché quand j'avais hyperventilé, c'était de respirer comme dans une paille, de m'imaginer une paille et de faire de mettre ma bouche comme si j'étais autour d'une paille et de respirer dans la paille. Moi, ça m'avait beaucoup aidé. La quatrième erreur, c'est de rien faire en fait, de dire j'ai des crises d'angoisse souvent, non en fait je vais attendre l'issue comme ça, un remède miracle pour calmer mes crises d'angoisse. Alors, ne rien faire et attendre en se disant ça va partir, ça va aller, souvent ça vient des beaux conseils entre guillemets, bien sûr c'est ironique, qu'on nous a donné, que ça va bien finir par partir, parce qu'il est vrai, parce que c'est vrai qu'on peut faire aussi une crise d'angoisse comme ça une fois dans sa vie, mais quand ça a tendance à revenir, parce que c'est vrai qu'on peut faire des crises d'angoisse ou une crise de panique ou une crise d'angoisse aiguë 1 ou 2 fois dans sa vie, et le problème peut disparaître seul.
souvent, lorsque en fait, c'est pas qu'il a disparu seul, c'est que la situation stressante prend fin. C'est ni plus ni moins que ça. Mais si les crises d'angoisse se répètent, c'est vraiment hyper important, capital, vital, de consulter pour s'en sortir. Parce que sinon, on prend le risque d'aggraver les attaques et qu'il y ait une altération de la qualité de vie qui soit vraiment du genre d'autres problèmes qui se rajoutent en fait. Le trouble panique, l'agoraphobie, la peur des lieux publics, donc du coup on ne peut plus aller faire ses courses, on ne peut plus aller au travail, etc. Il y a d'autres phobies qui peuvent se rajouter. La dépression, souvent, elle est pas loin, si je puis dire. Et puis, il y a aussi des personnes qui abusent, en fait, qui commencent à consommer des substances ou qui commencent à plus consommer pour faire face à leur mal-être. Alors du coup, l'alcool, le cannabis sont les plus répandus et ça a encore plus tendance en fait à aggraver le problème. Et puis évidemment, quand on vit tout ça, souvent le cerveau entre guillemets il génère qu'est-ce que ça va être l'issue de tout ça, comment je peux m'en sortir. Et là, les idées suicidaires, parce que la mort, l'idée de la mort en fait, elle vient, elle symbolise en fait à ce moment-là le fait que tout s'arrête en fait, que les crises d'angoisse s'arrêtent. Donc vraiment, c'est important d'agir. Les crises d'angoisse, ce n'est pas une fatalité, c'est traitable. Vous pouvez apprendre en fait à gérer vos pensées, à gérer vos émotions, parce que le type de pensée, de réaction que vous allez avoir face aux événements va influencer vos émotions. Et vos émotions vont avoir un impact direct sur votre capacité d'agir ou pas. Ça, c'est vraiment, ce cycle-là que je viens de vous expliquer, c'est ce sur quoi on travaille beaucoup tout le long du bootcamp Ma Psy Campus pour que justement les femmes puissent vivre une vie épanouie, où elles puissent prendre des décisions en pleine conscience, pas en fonction de leur peur, mais en fonction de leurs valeurs, de leurs principes, de ce qui est important pour elles. Alors, comme je vous disais, les solutions qu'on préconise souvent pour les crises d'angoisse, évidemment, c'est de consulter un psychologue ou un psychiatre. Je conseillerais même les deux parce qu'à un moment donné, je vais en parler un petit peu plus loin, mais voilà, de consulter. Vous pouvez aussi apprendre à faire un travail sur vous pour apprendre à gérer votre santé mentale, vos émotions, vos doutes, vos peurs. Donc c'est typiquement ce qu'on apprend à faire dans le bootcamp Ma Psy Campus. Que ce soit avec mes collègues en fait qui sont disponibles en ce moment, Samia Lazare ou Dilem Assas, on a une approche commune en fait qui est vraiment pragmatique et bienveillante pour qu'on puisse travailler justement des stratégies, que vous puissiez apprendre à vous connaître, à vous accepter, à identifier, à dépasser justement ces peurs et ces blocages. La 5e erreur qu'on constate souvent, c'est de compter. Alors il y a deux extrêmes, mais souvent on va dire là où ça compte le plus de dommages, c'est qu'on compte sur les médicaments pour soigner les attaques de panique, du genre les anxiolytiques, les antidépresseurs, etc. Du coup, quand on prend vous voyez, c'est une chose de prendre des traitements médicamenteux au début, le temps de commencer une thérapie, parce que des fois, c'est nécessaire, en fait, pour calmer justement les symptômes anxieux, de se faire accompagner au niveau... parce que, comme je vous expliquais précédemment, c'est que le cerveau, entre guillemets, il est choqué, si je peux dire ça comme ça, donc il a besoin, pour revenir à la normale, d'être aidé chimiquement, et ça facilite la psychothérapie. Mais quand on compte que sur les médicaments pour soigner des crises d'angoisse, en fait, il faut se dire un truc, c'est que les médicaments ne traitent pas les crises d'angoisse. Ils soulagent en fait les symptômes. Mais si l'effet du médicament s'estompe parce que y a un phénomène d'habituation parce que vous arrêtez votre traitement, si vous n'avez pas travaillé sur les origines du mal-être du départ, que ce soit dans le cas de la dépression, des crises d'angoisse, de l'anxiété, etc., ça a tendance à revenir parce que finalement, on masque, entre guillemets, le vrai problème, la douleur émotionnelle et mentale. Mais ce qui est sous-jacent, en fait, à ça n'est pas réglé. On masque la souffrance, mais pour traiter vraiment les crises d'angoisse, il faut faire un travail sur soi pour guérir, en fait, profondément. Et puis, comme je vous disais, ça peut créer de la dépendance. Donc là, le problème, des fois, c'est que les personnes, elles ont peur de cette dépendance, elles refusent de prendre des médicaments. Alors que souvent, comme je vous disais, notamment les anxiolytiques, c'est un point de départ pour pouvoir faire la psychothérapie tranquillement, c'est-à-dire en étant plus apaisé, par exemple. Mais de l'autre côté,
oublier ces médicaments, par exemple, si on accepte de prendre le traitement, on oublie de prendre les médicaments, ça peut, ou alors on décide nous-mêmes d'arrêter sans consulter le psychiatre ou le médecin traitant, ça peut faire exploser en fait l'anxiété et l'état de panique, parce que on vient encore choquer entre guillemets une nouvelle fois le cerveau. On a l'impression qu'on peut plus du coup fonctionner sans les médicaments. Alors là, c'est l'estime de soi la confiance et l'estime de soi qui chutent radicalement. Et du coup, on peut devenir dépendant aux médicaments parce qu'on se dit, tiens, pour vivre, pour pouvoir être un être humain, entre guillemets, potable, j'ai besoin de ça. Et ça, c'est un autre problème parce que c'est faux. Et il faut savoir aussi qu'il y a un phénomène, comme je vous disais tout à l'heure, d'habituation avec les médicaments qui font qu'au bout d'un moment, ils peuvent être moins efficaces ou cesser d'être efficaces. Donc, coupler vraiment un travail thérapeutique avec vos médicaments, ça va vous aider à mieux gérer votre anxiété, votre angoisse, de travailler sur l'estime de soi, de travailler sur vraiment le fond de vos pensées, votre gestion émotionnelle, etc. Et ça va empêcher en fait le phénomène de tolérance de s'installer. Et puis, il y a des effets secondaires qui ne sont pas négligeables quand on prend des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Donc, vraiment, c'est une erreur de compter que sur les médicaments. Il y a des exercices simples, comme je vous disais, de régulation de la respiration et surtout des accompagnements TCC ou autres qui sont vraiment efficaces avec des psychologues, des psychothérapeutes. La 6e erreur qu'on voit souvent, c'est d'éviter ce qui nous fait peur pour gérer les crises d'angoisse. Alors le truc, comme je vous disais, quand on fuit en fait ce qui nous provoque des crises d'angoisse, les comportements d'évitement, on a un peu ce sont des comportements d'évitement et c'est un peu l'effet inversé qui est recherché parce que à court terme, certes, on éprouve un sentiment de soulagement qui est temporaire, mais à long terme, l'évitement entraîne une augmentation de l'anxiété et parce que en fait, on n'a pas réglé le problème de fond, on ne fait qu'y échapper, donc on ne rétablit pas les curseurs de l'estime de soi, de sa représentation, de sa capacité à gérer les choses, etc. Donc ça empire en fait. Et quand on fuit des situations, on essaye d'échapper à ce sentiment d'anxiété au lieu de l'élaborer. Et encore une fois, c'est la peur de la peur qui s'installe et c'est les crises d'angoisse dès qu'il va y avoir un déclencheur. Quand on supporte plus les symptômes physiques et psychologiques des crises d'angoisse et qu'on adopte un comportement d'évitement, parce qu'en fait on veut ne plus ressentir cette souffrance, sauf que le problème, vous l'avez compris, quand on fuit nos peurs et nos pensées angoissantes plutôt que de les élaborer, on renforce en fait le message qu'on envoie au cerveau en mode c'est dangereux, il faut à tout prix que j'esquive. Et en fait, vous envoyez le message subliminal en mode, en fait, je suis pas capable d'y faire face, et ça vient encore plus, vous rendre pas encline à faire face à vos peurs, à rentrer dans ce travail profond qui va vous faire sortir justement des crises d'angoisse. La 7e erreur, qui est la plus fréquente, c'est d'adopter des comportements de sécurité pour apaiser nos crises d'angoisse. Alors voilà, vous allez dire, mais là, Émilie, elle pète les plombs. Comment des comportements de sécurité, ça peut être une mauvaise idée ? Disons qu'à court terme, ça peut être intéressant de sortir avec quelqu'un dans le but, ça c'est un type d'exemple de comportement de sécurité, dans le but d'empêcher qu'une attaque de panique se produise. Sauf que souvent, en fait, on finit par attribuer l'absence des attaques de panique à la présence de cette personne. Alors qu'en réalité, tout aurait bien pu se passer sans cette personne. Mais c'est l'interprétation et la représentation qu'on a sur le coup. Donc sur le coup, c'est intéressant parce que ça nous permet d'aller faire les courses, mais avec le temps, on devient dépendant de la présence de cette personne pour s'en sortir. Et puis du coup, ça fait encore chuter l'estime de soi et la représentation qu'on a de nous-mêmes de pouvoir gérer, entre guillemets, seul en fait, en autonomie. Il y a un autre comportement de sécurité qu'on peut voir apparaître aussi, c'est d'avoir toujours des médicaments à portée de main ou toujours s'asseoir près de la sortie. C'est des comportements de sécurité parce qu'ils peuvent nous donner l'impression, le sentiment de sécurité, de contrôle sur les situations en cas de crise de panique. D'autant plus que lors d'une attaque de panique, on peut avoir le sentiment de perdre le contrôle de nos émotions et de notre corps avec tous les symptômes dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'on n'arrive pas à arrêter en fait ces symptômes physiques qui nous terrifient. Sauf que là, avec ces comportements de sécurité, vous avez l'impression de vous sauver d'une menace que vous percevez et qui vous empêche d'avoir en fait la possibilité de confronter, de déconstruire vos peurs. C'est que sur le coup, entre guillemets, ça rend service, mais ça vous empêche d'aller plus en profondeur pour pouvoir justement faire face aux choses.
Alors, il y a des personnes aussi qui ont toujours une bouteille d'eau à portée de main pour atténuer la sensation d'étouffement lorsqu'on a une crise de panique, qui prennent l'habitude de manger avant de sortir ou qui prennent l'habitude de manger un aliment bien spécifique ou de prendre un supplément spécifique avant de dormir. Alors, c'est évident que c'est très important de se nourrir correctement et de veiller à suffisamment bien dormir. Ces comportements, en fait, comment je vous dis, de sécurité, voilà, c'est des stratégies finalement qui sont assez subtiles pour éviter la peur. Mais c'est une fuite, c'est un autre type de fuite en fait, et qui est plus subtil et ça peut passer inaperçu, mais en vrai, pour travailler le fond du problème, c'est tout aussi nuisible parce que finalement, ça vous pousse à éviter entre guillemets à éviter en fait de rentrer dans la source de la peur, etc. et de comment vous restituer la confiance et l'estime nécessaire que vous allez avoir dans vos capacités pour pouvoir gérer la racine de la peur et comment, quand ça arrive, comment vous allez gérer justement comment vous allez accompagner la vague de la crise d'angoisse et pas essayer de lutter contre cette vague justement. Voilà, dans ce podcast, je voulais vraiment vous mettre de la lumière sur ces erreurs communes en fait qu'on voit apparaître dans les crises d'angoisse, d'anxiété, crises de panique, etc. Donc vous avez vu qu'il fallait vraiment oublier le fait de résister aux symptômes, il faut accompagner les symptômes, il faut oser en parler, apprenez à regarder les exercices de respiration, et essayez de mettre en place une stratégie justement de respiration qui vous convient à vous. Moi, je vous ai parlé de la mienne quand ça m'est arrivé, mais voilà, le but c'est vraiment de trouver ce qui vous convient à vous. Faites face aux choses, en fait. Acceptez les choses en faisant avec et pas contre. Passez à l'action. Ne comptez pas que sur les médicaments. Faites aussi un travail sur vous. Ne rentrez pas dans les stratégies d'évitement de la peur, faites face à vos peurs pour que vous puissiez justement restituer cette estime, cette représentation que vous avez de votre capacité à faire face aux choses. C'est ça en fait qui va vous rendre plus forte, si je peux dire ça comme ça, face à l'anxiété et face aux crises d'angoisse et qui va contribuer à faire de vous des femmes plus confiantes en fait. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, alors vraiment je serais super, je vous ai fait un podcast un petit peu plus long que d'habitude pour un sujet, je pense qu'il y a un peu entre guillemets tabou, mais je pense qu'il est vraiment important de traiter tant pour sortir du tabou justement de l'angoisse, de l'anxiété, etc., pour vous donner des clés de compréhension que ça vous concerne vous, que ça concerne des personnes de votre entourage, et j'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Vous pouvez me mettre une petite note ou une review ou un commentaire depuis votre plateforme d'écoute, un petit pouce bleu, etc. sur YouTube si vous avez aimé notamment. Rappelez-vous de vous abonner et sachez qu'on a aussi des programmes qui sont offerts qui mêlent la psychologie et le bon du développement personnel. Vous pouvez les retrouver sur mapsyenlignechaismoi.fr. Également, si vous voulez rejoindre l'équipe des bootcampeuses, la team des bootcampeuses, eh bien, ça se passe sur mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp. Sachez que vous pouvez aussi profiter de votre CPF pour pouvoir financer votre bootcamp, auquel cas vous aurez droit à un module supplémentaire qui est réservé au monde de l'entreprise, à la sphère professionnelle, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute et de votre attention. Et comme je vous dis d'habitude, au plaisir de revenir dans vos oreilles. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. À bientôt. Bye bye.